L'Afrique est un continent jeune, le continent de l'avenir. Mais il est aussi marqué par une très grande instabilité. Depuis peu, l'Afrique de l'Ouest est dans le viseur des narcotrafiquants internationaux, avides de profits rapides à moindre risque. Pour cela, ils ont besoin d'avoir les mains libres. Une fois qu'ils ont ciblé un pays, ils soumettent les forces politiques et économiques. Et ils finissent par régner en maître. Drogue. On en trouve chez les djihadistes. On en trouve dans toute la zone sahélienne et on en trouve dans toute la sous-région. Eux, ils faisaient atterrir des cargos de cocaïne dans le désert et des armes. Nous ne sommes pas producteurs. Ils se servent de nous comme d'un tremplin. C'est incontestablement une tragédie pour la sous-région. Dakar, la capitale du Sénégal. Une plaque tournante pour toute l'Afrique de l'Ouest. Des marchandises venues du monde entier transitent par ici. La plupart des barrières commerciales avec l'Europe, mais aussi avec les marchés asiatiques et sud-américains, ont été supprimées ces dernières années. Il n'a jamais été aussi facile de faire du business international à Dakar. D'ailleurs, les marchandises qui arrivent ici ne sont pas forcément toutes légales et déclarées. Le commissaire Ndour, chef de la brigade antidrogue de la police sénégalaise, nous présente le résultat des dernières razzias à l'aéroport et dans le port. De la cocaïne sous forme de grosses capsules. Des mules étaient censées les ingérer et les transporter jusqu'en Europe. Et de la cocaïne pure estimée à 2 millions d'euros. Elle a été saisie sur un bateau entre du sucre et des légumes secs. Les saisies augmentent. Que ce soit la cocaïne, l'héroïne, le hashish, disons les méthamphétamines, les saisies augmentent. Ce qui veut dire que donc, les gens ont tendance de plus en plus, disons, à choisir peut-être la zone ouest africaine comme zone de transit. Il y a quelques années, la cocaïne était pratiquement inconnue dans la région. Aujourd'hui, elle est presque aussi répandue que le cannabis. Le problème, c'est que la police manque cruellement de moyens. Il n'y a pas le moindre chien renifleur au Sénégal. Et le commissaire Ndour doit surveiller un territoire faisant la moitié de l'Allemagne, avec seulement 75 collaborateurs. Bon, vous savez, le Sénégal a un aéroport qui est assez important dans la sous-région. C'est un hub dans la sous-région. Nous avons un port qui a une grande importance également. Donc, à partir de l'aéroport, il y a des connexions vers presque tous les pays européens, y compris même les États-Unis. Donc, ce qui en fait donc, une cible pour, disons, les narcotrafiquants. Ces 10 dernières années, le trafic international de drogue a connu un développement fulgurant en Afrique de l'Ouest. Du coup, l'ONU a décidé d'installer à Dakar l'un des bureaux régionaux de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en abrégé ONUDC. À sa tête, Pierre Lapac, ancien commissaire de police judiciaire et enquêteur anti-mafia. Selon lui, le seul trafic mondial de cocaïne générerait plus de 400 milliards de dollars par an. Et l'Afrique de l'Ouest constitue la zone de transit idéale, à mi-chemin entre les pays producteurs d'Amérique latine et l'Europe. Un kilo de cocaïne pure à Bogota, en Colombie, au Pérou,
ou en Bolivie, qui sont les 3 pays producteurs principalement donc, de la cocaïne, vaut entre 1 500 et 2 000 euros le kilo. Ce kilo, quand il va se retrouver dans les rues de Paris ou de Berlin, peut valoir 400, 500 000 euros. Donc il y a évidemment une valorisation extrême. 1 kilo de cocaïne pure donne grosso modo 4 kilos, puisqu'il est coupé bien sûr, donne 4 kilos de cocaïne en consommation de rue. Donc, devant de tels profits potentiels, il est sûr que ça ouvre une porte, ça ouvre une chaîne criminelle pour exporter cette cocaïne de sa zone de production vers des pays de consommation. L'Europe est aujourd'hui le premier consommateur mondial et a ainsi détrôné les États-Unis. Le plus court chemin pour relier l'Amérique latine à l'Afrique longe le 10e parallèle. Il est surnommé pour cette raison Highway 10. Cette route, ou plutôt cette autoroute, est empruntée tous les jours par des centaines de bateaux. Chaque année, entre 60 et 250 tonnes de cocaïne produites dans la région des Andes, en Amérique du Sud, suivent cette voie pour rejoindre l'Afrique de l'Ouest, étape intermédiaire avant l'Europe. Les raisons sont multiples. C'est une région avec des États jeunes. La plupart ont été constitués dans les années 1960. Ce sont des régions où ces États ont des institutions fragiles. Certains États sont des États post-conflit. Il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, il y a eu des coups d'État. Les institutions chargées de la lutte contre la criminalité, que ce soit les institutions de la justice ou les institutions policières et douanières, sont des institutions qui sont faibles, parfois corrompues. La Guinée-Bissau est un petit État au sud du Sénégal. Son littoral très découpé s'étire sur 350 km. C'est un paysage de mangroves et de forêts humides très denses. Sur un territoire grand comme les Pays-Bas, vivent 1,5 million de personnes. Près d'un tiers de la population habite Bissau, la capitale. Cette ancienne colonie portugaise compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Un habitant sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté. La noix de cajou est le seul produit d'exportation. L'espérance de vie dépasse à peine les 50 ans. La répartition des revenus est très inégale et la majorité des richesses se concentre entre les mains de quelques privilégiés. D'où vient cet argent qui a permis à certains de s'enrichir à la vitesse de l'éclair? Une question qui a hanté le commissaire Calvario Aoucarié pendant plusieurs années. Entre 2007 et 2012, il dirige le bureau d'Interpol en Guinée-Bissau. Il s'investit pleinement dans la lutte contre le trafic de drogue, en concertation avec des enquêteurs du monde entier. Cela l'a amené à s'intéresser à de puissants trafiquants comme le Vénézuélien Carmelo Vázquez Guerra, arrêté avec plus de 600 kilos de cocaïne. Il était recherché dans plusieurs pays. Quand il a été arrêté ici, nous avons signalé aux autorités internationales que la Guinée-Bissau ne disposait pas d'infrastructures pénitentiaires aptes à recevoir un criminel de cet ordre. Les choses ont traîné et ses complices ont fini par le libérer. Aujourd'hui, on a de nouveau perdu sa trace. Les pays qui sont en mesure de combattre le crime organisé sont rares, surtout en Afrique. C'est un combat inégal. Absolument. Les trafiquants ont de gros moyens et beaucoup d'argent. Calvario Aoucarié doit se rendre à l'évidence. L'ennemi à combattre, c'est l'armée. Une mission quasi impossible. En Guinée-Bissau, les treillis font partie du paysage urbain. Et depuis longtemps déjà, l'armée est devenue un État dans l'État. C'est le plus gros employeur du pays, une fabrique à généraux. Aucune autre armée au monde n'en a autant que celle de Guinée-Bissau. Et ces hommes se sont enfoncés de plus en plus dans l'illégalité. Une partie de l'état-major profite directement du trafic de drogue. De hauts gradés sont même impliqués dans des meurtres politiques. Retour en arrière. En mars 2009,
le chef d'état-major de l'armée, Batista Tagmenaway, meurt dans un attentat à la bombe. 12 heures plus tard, le président Nino Vieira est assassiné à son tour. Les deux hommes ont fait entrer la mafia de la cocaïne dans le pays, souligne l'ancien patron d'Interpol. Leur alliance s'est transformée en une lutte sanglante pour le pouvoir. En 2012, le commissaire Calvario Aucarié a été mis à la porte. Peu de temps auparavant, l'armée avait pris le pouvoir par la force et aussitôt ordonné la fermeture du bureau d'Interpol. La communauté internationale et Interpol ont eu beau protester, l'autorité militaire a coupé court aux discussions. La Guinée-Bissau est un État souverain. Calvario Aucarié s'était illustré par des saisies spectaculaires. Juste avant son départ, il avait même réussi à faire tomber dans ses filets 7 trafiquants, dont des soldats guinéens avec 700 kilos de cocaïne. Quand la police est arrivée pour intercepter les véhicules qui transportaient la drogue, ils étaient avec eux. Comme ils ont vu que nous étions appuyés par des organismes internationaux, ils n'ont pas réagi et ils se sont rendus. Le problème, c'est que la drogue saisie a été déposée au trésor public et qu'elle a disparu ensuite. Puis les militaires ont pris d'assaut le siège de la police judiciaire de Guinée-Bissau pour libérer leurs camarades. Ils sont plus forts que nous. Ils sont mieux armés. Bissau, le plus grand port du pays. 20 soldats de la marine sont officiellement chargés de la surveillance des 350 km de côte. Mais en réalité, ces hommes n'ont pas le moindre bateau à disposition. Ils gagnent l'équivalent de 50 € par mois, et le versement des salaires est régulièrement suspendu. Pour 300 € plus l'essence, Bob Kandé nous emmène en bateau sur les îles Bijagos. À quelques encablures du port de Bissau s'étend l'archipel des Bijagos. Un petit paradis, mais le tourisme n'y joue pour l'instant qu'un rôle secondaire. L'économie traditionnelle repose sur la pêche, la culture du riz et la production d'huile de palme. La Guinée-Bissau compte 88 îles, mais seulement 21 d'entre elles sont habitées. Les autres sont complètement désertes. La drogue est transportée par de gros paquebots et généralement conditionnée en paquets de 200 kilos. Ici, les navires ne sont absolument pas inquiétés. En échange, les politiques se font payer en marchandises ou en argent. Personne ne vient déranger les trafiquants. C'est un petit paradis. Sur l'île principale de Boubaké, on voit aussi se poser des avions à hélices. Un ancien aéroport militaire sert de piste d'atterrissage à des Cessna en provenance du Brésil ou du Venezuela. Les habitants racontent qu'ils croisent régulièrement des hommes parlant espagnol. Ils seraient parfois sollicités pour décharger rapidement des marchandises. Mais personne n'a voulu témoigner devant nos caméras. Ce sont des pistes qui datent de l'époque coloniale.
Il y en avait sur toutes les îles et dans tous les villages pour faciliter les déplacements, l'approvisionnement et la logistique des militaires qui habitaient sur ces îles. Aujourd'hui, elles sont utilisées par les narcotrafiquants. Nous verrons bien quelles seront les mesures prises par le nouveau gouvernement. Depuis juillet 2014, la Guinée-Bissau a un gouvernement démocratiquement élu, une coalition à laquelle participent tous les grands partis du pays. Les autorités disent n'avoir aucun lien avec les militaires impliqués dans le trafic de drogue. Étrangement, aucune réforme judiciaire qui aurait pu conduire à l'arrestation de barons de la drogue n'a été mise en œuvre à ce jour. Le seul haut gradé à avoir été confondu est Boubou Nachuto, ex-chef d'état-major de la marine de Guinée-Bissau. En avril 2013, des agents du service américain antidrogue l'attirent dans un piège en haute mer, dans les eaux internationales. Interrogé aux États-Unis, le contre-amiral reconnaîtra avoir travaillé avec des cartels de la drogue. Et il dénoncera d'autres gros bonnets en Guinée-Bissau. Ces personnes figurent aujourd'hui sur les listes noires de nombreux États. Aux États-Unis, le Kingpin Act recense les narcotrafiquants les plus puissants et les plus influents au monde. Cette liste est régulièrement mise à jour. L'un des hommes les plus recherchés est Francisco de Fatima Frederico Barros, alias Chico Barros. Nationalité capverdienne, domicile Bissau. À l'encontre de Chico Barros et de nombreux autres criminels liés à la drogue, notamment sud-américains, les États-Unis ont mis en place des sanctions, gel des avoirs, interdiction ou limitation des transactions commerciales. La Maison-Blanche vérifie chaque cas, puis le président américain en personne appose sa signature. Le ministère de la Justice de Guinée-Bissau. De quelles informations dispose-t-on ici sur Chico Barros et d'autres barons de la drogue qu'on soupçonne de vivre à Bissau? Carmelita Pires est connue pour son engagement contre le trafic de drogue en Guinée-Bissau. Elle a été poursuivie par la dictature militaire et a dû s'exiler pendant un certain temps. En 2014, elle a été nommée ministre de la Justice par le nouveau gouvernement. Un citoyen capverdien qui vit ici, en Guinée-Bissau, est considéré comme un des grands barons du trafic de drogue international. Est-ce que vous suivez cette affaire? Est-ce qu'il y a une enquête en cours ou vous n'en êtes pas encore là? Nous sommes au courant de cette affaire. D'après nos recherches, il ne se trouverait pas actuellement en Guinée-Bissau, mais nous restons vigilants. Nous sommes en train de reprendre les dossiers. Nous sommes encore en période de transition. Avec ses 400 000 habitants, la ville de Bissau constitue un territoire relativement lisible pour la chasse aux narcotrafiquants. Nous essayons d'en savoir plus sur Chico Barros, car la rumeur sur sa présence en ville s'avère tenace. L'une de nos pistes nous conduit à la Praça Baiana, une place au cœur de la capitale. Plus précisément, à l'hôtel casino Calisté. Selon nos informateurs, nous y obtiendrons facilement le who's who des barons de la drogue installés dans le pays. Le lendemain, nous sommes autorisés à entrer. On nous reçoit entre table de roulette et bandits manchots. L'homme qui nous accueille insiste sur le fait qu'il est simplement le gérant de l'établissement et non le propriétaire. Qui êtes-vous? Francisco Barros. Et votre nom complet? Francisco de Fatima Frederico Barros. Vous êtes connu ici sous le nom de Chico Barros et vous figurez sur une liste américaine qui répertorie les grands barons du trafic de drogue international. C'est faux. C'est un tissu de mensonges. Je suis le premier surpris.
Je n'ai jamais participé à aucun trafic que ce soit. Apparemment, il y a des gens qui le pensent et qui ont dû m'accuser, peut-être même des amis, mais moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je dément totalement ces accusations. Je n'ai jamais fait de trafic. J'ai toujours travaillé honnêtement. J'ai déjà été en contact avec des Colombiens, je leur vendais souvent des voitures. Mais ce n'était pas marqué sur leur front qu'ils étaient Colombiens, je l'ai su plus tard. On sortait ensemble en discothèque ou au restaurant. C'était des clients. Pour me payer, ils me donnaient rendez-vous dans un restaurant et me réglaient par chèque ou parfois en espèces. Ils ne vous ont jamais payé en cocaïne? Jamais, jamais, jamais. Et même s'ils avaient voulu, je n'aurais pas su quoi en faire. Ce n'est jamais arrivé. Et vous n'avez jamais servi d'intermédiaire pour une transaction internationale liée à la drogue? Non, jamais. Comment expliquez-vous cette accusation américaine émanant d'une instance aussi éminente? Je ne sais pas, mais sachez que je suis tout à fait prêt à collaborer avec les enquêteurs à Dakar. Inutile de me tendre un piège pour m'enlever et m'interroger, comme ça c'est déjà vu. Ça ne m'arrivera pas. Je suis très prudent. Je suis à leur disposition. Si je suis réellement suspecté, qu'ils me contactent, qu'ils me convoquent, et je me présenterai. Vous aviez de très bonnes relations, d'ordre professionnel, avec Bubo Nachuto. Oui, nous étions très proches et nos familles s'entendaient bien. Pour moi, il faisait partie de notre famille. Je l'appelais même Oncle Bubo. Et vous ne saviez pas qu'il était impliqué dans le narcotrafic international, dans le trafic de très grosses quantités de cocaïne? Absolument pas. Je savais qu'il était militaire. Je vendais des voitures à ses hommes et à l'armée, mais j'ignorais qu'il faisait du trafic de drogue. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être mêlé à tout ça. La Guinée-Bissau reste un pays où la police et la justice ne fonctionnent pas, même avec le nouveau gouvernement élu démocratiquement. L'ancien commissaire Calvario Aoukarrié connaît le Kachiko Barros. Il a les mains liées pour l'instant. Et les rares policiers et procureurs encore en poste ne sont guère mieux lotis. Leur salaire n'a pas été versé depuis des mois. Il manque d'ordinateurs, de voitures et d'essence. Aucune prison n'est à leur disposition. Seulement quelques pièces fermant à clé sans barreaux aux fenêtres. Notre enquête l'a montré, il serait facile de débusquer les trafiquants internationaux, mais rien ne bouge. Calvario Aoukarrié espère quant à lui que le nouveau gouvernement va le rétablir prochainement dans ses fonctions d'enquêteur contre le crime organisé. Le crime organisé n'a pas besoin de permission pour entrer dans un pays. Les criminels entrent où ils veulent, quand ils veulent, et obligent le pouvoir politique à se soumettre à leur volonté. Ils ne demandent aucune autorisation. Ils n'ont besoin de l'appui de personne. Une fois qu'ils ont ciblé un pays, ils soumettent les forces politiques et économiques, et ils finissent par régner en maître. Des signes de richesse ostentatoire dans un pays d'une pauvreté extrême.
de somptueuses villas et propriétés ont poussé aux portes de la ville. Les propriétaires occupent pour la plupart des postes importants dans l'armée ou la politique. Le gros de la cocaïne ne reste pas dans le pays. La Guinée-Bissau est essentiellement une zone de transit vers l'Europe, où la mafia peut négocier des prix beaucoup plus élevés. Mais ici aussi, la consommation augmente. En effet, de nombreux intermédiaires et transporteurs sont payés en cocaïne qu'ils écoulent dans leur propre pays. Le pasteur protestant Domingos T est l'un des rares à venir en aide aux jeunes toxicomanes. Il gère un centre de désintoxication dans une région reculée, à Kinamel, une petite ville à 30 km de Bissau. Le centre est constitué de vieux bâtiments sans électricité ni eau courante. Les moyens sont dérisoires. Pas d'équipement, pas d'argent, pratiquement pas de médicaments. Ce centre a été construit pour accueillir les personnes victimes de ce mal qui ronge depuis peu la Guinée-Bissau. Les familles nous amènent leurs proches qui sont tombés dans la drogue. Ils viennent de tout le pays, des régions de Gabou, Bafata, Kanchungo. Beaucoup de jeunes sont drogués. C'est malheureux. Nos gouvernants n'ont pas les moyens de combattre ce fléau. Ici, ce sont les chambres des femmes qui souffrent de dépression. Et là, l'espace pour les jeunes toxicomanes. On accueille près de 35 jeunes dans cette pièce. On place souvent les jeunes ici au début de leur prise en charge, parce qu'ils peuvent être violents. Ils ont des troubles d'ordre psychologique, des hallucinations, des désordres mentaux. Certains ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils pourraient tuer quelqu'un. La cocaïne qui est introduite dans le pays est transformée en kisa. C'est du crack. C'est un mélange de cocaïne, de bicarbonate et de cendres de cigarette. La dépendance est très forte. Les jeunes tombent dedans sans s'en rendre compte et finissent par faire des braquages à main armée et toutes sortes d'actes criminels pour payer leur drogue. Ils souffrent également de paranoïa et d'hallucinations. Comme il n'y a pas de personnel, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Le pasteur Domingos vient tous les 2 jours pour parler avec les malades. Impossible de faire plus. Kinamel est le seul centre de désintoxication en Guinée-Bissau. On a une courbe de drogués dans la sous-région qui est exponentielle. Aujourd'hui, on a entre 1,5 million et 2,5 millions de drogués dans la sous-région. C'est énorme. Donc maintenant, ce n'est plus le problème des producteurs et des consommateurs, c'est aussi le problème des pays de transit. Bamako, la capitale du Mali. Près de 2 millions de personnes vivent ici, sur une population totale de 15 millions d'habitants. Depuis 2012, Bamako est confronté à un afflux massif de réfugiés. Fuyant le nord du pays, des centaines de milliers de personnes ont rejoint la capitale malienne. Ils n'ont pas d'endroit où dormir, pas de travail et pratiquement pas de ressources.
Employés comme journaliers, certains ramassent du sable dans le lit du fleuve Niger pour le vendre à des sociétés de construction. Le nord du Mali, leur région d'origine, a été occupé par des rebelles islamistes que l'intervention des forces françaises a permis de repousser. Depuis, le Mali a un nouveau président, mais le conflit couve toujours. Yeah, MC come back. La lumière mal braquée en Afrique, la démocratie trop penchée, les présidents africains souvent mal barrés. Le musicien MC Talka a lui aussi quitté le nord du pays pour s'installer dans la capitale. Selon lui, c'est la cocaïne qui déstabilise le pays et attise la violence. Bon voilà, moi mon cœur pleure parce que toujours le nord pleure, parce que toujours ça ne va pas au nord et que j'ai le nord dans mon cœur, parce qu'il y a encore tout ce problème terroriste qui prend le nord en otage et que je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent mon pays n'arrive pas à s'en sortir de cette merde. Et que on ne peut pas croire qu'à Gao, il y a des quartiers qu'on appelle Cocaïne-Bougou. Les régions de Gao et Tombouctou, dans le nord du Mali, sont entre les mains de mouvements séparatistes et islamistes qui collaborent avec les mafias de la drogue et profitent du trafic. C'est ainsi que le Mali s'est retrouvé coupé en deux. Officiellement, l'armée malienne, appuyée par les troupes françaises, a réussi à libérer au moins les villes les plus importantes, grâce à l'opération Serval lancée en janvier 2013. Mais la région reste difficile à contrôler. Le nord du Mali, c'est 2 fois l'Allemagne. Des narcotrafiquants alliés à des idéologues fanatiques et des islamistes, un mélange détonnant susceptible d'enflammer aussi les États voisins comme la Mauritanie, le Niger ou l'Algérie. Le nord Mali a toujours été un point, une région, mal contrôlée par les autorités maliennes. C'est aussi une zone où il y a des groupes touaregs, locaux, qui historiquement ont toujours été impliqués dans la contrebande, le trafic. Le trafic de sel, le trafic d'esclaves, le trafic de cigarettes, le trafic d'essence. C'était les mêmes routes qui sont toujours utilisées de nos jours. MC Talka montre à sa fille des photos prises dans le nord du Mali avant leur départ. La famille n'a pas été directement touchée par la guerre. Elle a réussi à fuir à temps à Bamako. MC Talka a eu une jeunesse heureuse. Gao était alors une ville prospère, un carrefour commercial important, mais aussi un haut lieu de culture. Dans ses chansons, il dénonce la prise de Gao par les séparatistes touaregs, puis par les islamistes qui y ont imposé une forme extrêmement dure de la charia. S'il tenait les mêmes propos dans le Nord, il signerait immédiatement son arrêt de mort. Ils sont trop bêtes. Pour des personnes comme moi, ils pensent que c'est un étudiant qu'elles vont au paradis. Tu vois, ils me considèrent comme un occidental. Parce que nous représentons la modernisation, nous représentons quelque chose qu'elles ignorent, tu vois. Les islamistes et les séparatistes du nord du Mali réclament un droit de passage aux transporteurs de cocaïne. Ils se font aussi payer pour assurer la sécurité des convois traversant le Sahara. Selon les services secrets occidentaux, l'argent récolté sert à financer les achats d'armes. De leur côté, les barons de la drogue peuvent se livrer à leur trafic sans être inquiétés. Eux, ils faisaient atterrir des cargos de cocaïne dans le désert et des armes en complicité de la corruption, n'est-ce pas? Il y a des pistes abandonnées par la colonisation. Et on appelle ça la piste de Tarkint. Et sur cette piste, on peut atterrir même les Antonov. Sori Haïdara est rédacteur en chef du journal malien La Nouvelle Patrie. Il pointe régulièrement les connivences entre narcotrafiquants et islamistes dans le nord du pays. Ces enquêtes lui ont valu de nombreuses inimitiés. Il a même reçu des menaces. Mais Sori Haïdara persiste à exercer son métier. Il dénonce notamment ces avions qui atterrissent dans le désert avec leur cargaison de drogue.
En novembre 2009, l'un de ces appareils a même attiré l'attention des médias du monde entier. Le Boeing de Tarkint, du nom d'une petite ville en plein désert dans le nord du Mali. Quand ils viennent à Tarkint, ils atterrissent à Tarkint, il y a des véhicules qui sont là pour prendre la drogue et repartir avec. Malheureusement, cette fois-ci, l'avion a craché à l'atterrissage, mais ça n'a pas empêché que les drogues reprennent leur route. Le Boeing n'étant plus en état de redécoller, les narcotrafiquants l'avaient incendié après avoir déchargé la cargaison sur des 4x4. Cet avion cargo, en provenance du Venezuela et immatriculé en Guinée-Bissau, transportait entre 5 et 10 tonnes de cocaïne. Des épaves de gros avions sur des pistes clandestines, cela n'a rien d'exceptionnel au Mali. C'est le Nord Mali. Et c'est là-bas que les revendeurs et les distributeurs se rencontrent pour échanger les marchandises et indiquer les voies par lesquelles elles doivent sortir. La Tunisie, la Libye, l'Algérie. On voit plus le Boeing, on voit plus les gros. Ils se sont rendus compte que c'était des gros avions comme ça, c'était trop risqué, on ne pouvait pas les cacher. Donc ils passent sous le radar, ou ils essayent de passer sous le radar en utilisant des petits avions. On va envoyer plusieurs tonnes. Ces plusieurs tonnes vont arriver ici, elles vont être cachées et elles vont être dispatchées en plusieurs paquets de 100 kilos de façon à diminuer les risques. S'il y a un paquet de 100 kilos qui se fait prendre, vous perdez moins que si vous perdez 3 tonnes. Janvier 2013. Al-Qaïda au Maghreb islamique attaque le complexe gazier d'In Amenas en Algérie. Le groupe terroriste prend en otage de nombreux ouvriers et ingénieurs étrangers. L'intervention de l'armée algérienne provoquera un bain de sang. Le bilan est de plus de 50 morts. Le leader islamiste Mokhtar Belmokhtar revendique l'attentat. L'Algérien utilise le nord du Mali comme base arrière. Dans le passé, il finançait ses activités par le trafic de cigarettes. Ces dernières années, s'est ajoutée une autre source de revenus nettement plus lucrative, la cocaïne. Toute cette sale guerre ne tient que par la drogue. La liberté que les narcotrafiquants ont au nord font que difficilement le pouvoir central arrivera à contrôler le nord. C'est un territoire énormément vaste que l'État du Mali, dont l'État du Mali n'a pas les moyens pour le contrôler. Bamako, la capitale du Mali, est réputée dans toute l'Afrique de l'Ouest pour le dynamisme de sa scène musicale. Les milices liées à Al-Qaïda ayant interdit toute forme de musique dans le nord du pays, des centaines de musiciens se sont réfugiés dans le sud. MC Talka se produit dans ce club. Il combat la violence et l'extrémisme religieux avec ses armes à lui, sa musique. Le Nord pleure, le Nord souffre, chante MC Talka. Mon pays est entre les griffes des terroristes et des barons de la drogue. Dans le Sud aussi, la peur des attentats est omniprésente. À 540 km de la côte ouest de l'Afrique s'étirent les îles du Cap-Vert. Elles se situent dans l'Atlantique, entre l'Amérique du Sud et le continent africain. Sur les 9 îles habitées, vivent 500 000 personnes. Les gardes-côtes capverdiens procèdent à une patrouille de routine. Le commandant Angelo Garcia surveille une zone de plus de 200 000 marins autour de l'île principale de Santiago. Les gardes-côtes capverdiens disposent en tout et pour tout de 5 bateaux comme celui-ci. Ce n'est pas facile de lutter contre la piraterie sur ces côtes, à cause de la situation géographique de notre pays. Il nous faudrait plus de moyens pour combattre ces trafics illégaux. Le Cap-Vert est un petit pays doté d'un grand espace maritime, une superficie qui dépasse celle de la France.
Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la quantité de drogue ayant transité par le Cap-Vert ces dernières années est comparable à celle de la Guinée-Bissau, plus de 30 tonnes par an. Cet archipel se trouve au nord de la fameuse Highway 10, le plus court chemin entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest le long du 10e parallèle. Dans la capitale, Praia, nous rencontrons un journaliste spécialisé dans les affaires de stupéfiants, Daniel Almeida. Il travaille depuis des années pour le journal le plus important du Cap-Vert et rencontre des saisies spectaculaires et des arrestations de personnalités connues. Daniel Almeida suit aussi les nombreux procès qui, ces 5 dernières années, ont permis la condamnation de puissants barons de la drogue. Actuellement, une vingtaine de personnes sont en détention. Je parle des plus influents, parce qu'il y en a d'autres, mais dont l'arrestation a eu moins d'impact. On a mis une vingtaine de barons de la drogue en prison. Ceux de l'affaire Voda Aguia sont à São Vicente et ceux de Lancha Voadora sont dans la prison centrale de São Martinho, à Praia. Ces succès, on les doit notamment à la police et à la qualité de ses enquêtes. Par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, la police du Cap-Vert est relativement bien équipée et formée. Des atouts qui sont volontiers mis en avant. Les médias sont ainsi régulièrement invités à assister à des entraînements. Et, fait rarissime dans la région, une unité spécialisée dans la lutte contre la drogue et la criminalité a été créée. Tous les services de police ont des connexions avec l'étranger, notamment avec les enquêteurs européens. Daniel Almeida soigne ses relations avec la police, l'une de ses principales sources d'information. Celle-ci a notamment conservé des vidéos de la saisie la plus spectaculaire de l'histoire du pays, l'opération Lancha Voadora, vedette volante, une affaire qui a défrayé la chronique partout dans le monde. Des enquêteurs de 4 pays différents étaient sur le pont. Ils ont travaillé main dans la main avec leurs collègues capverdiens. Cela a permis de remonter une filière internationale qui, pendant des années, a expédié des tonnes de cocaïne colombienne vers le Cap-Vert, puis vers l'Allemagne et les Pays-Bas. La drogue arrivait par bateau ou par avion, mais aussi sans doute à bord de sous-marins. La marchandise était jetée à la mer au large de l'île de Santiago, puis récupérée par le Lancha Voadora, une vedette 3 fois plus rapide que celle des gardes-côtes. Le coup de filet monté par les services de police néerlandais, portugais et espagnols a culminé dans la saisie de la plus importante quantité de cocaïne dans l'histoire du Cap-Vert. Em outubro de 2011, aconteceu esta grande apreensão. Cette saisie record a eu lieu en octobre 2011 dans la cave de l'immeuble d'une société immobilière qui appartenait aux narcotrafiquants. On y a découvert 1,5 tonne de cocaïne, des armes de différents calibres et d'importantes sommes d'argent en monnaie étrangère et nationale. Actuellement, 9 personnes en lien avec cette affaire sont en détention, notamment le président de la bourse au moment des faits. Ça a fait un énorme scandale et la société capverdienne soutenait d'ailleurs pleinement les opérations de la police. 3 jours après la saisie, la cocaïne a été brûlée près de la capitale Praia, devant les caméras. 500 millions de dollars partis en fumée,
soit pratiquement le double des recettes annuelles de l'État du Cap-Vert. Le Cap-Vert est incontestablement plus fort au niveau de ses institutions et au niveau de sa volonté et des moyens mis en œuvre que beaucoup de pays de la sous-région. Donc ça, c'est un point totalement positif. Mais il n'en reste pas moins que le positionnement géographique du Cap-Vert fait que ça reste un point de fragilité. L'existence de ces jeunes expatriés au Cap-Vert est un deuxième point de fragilité, mais il n'y a pas de baguette magique. Il faut bien que vous compreniez que dans la lutte contre la criminalité organisée, il n'y a pas de baguette magique et que c'est un travail de tous les instants, de toutes les heures, de toutes les minutes, et que chaque instant de relâchement que vous pourrez avoir va être exploité par les groupes criminels. Le Cap-Vert exporte des bananes et du poisson. Le tourisme aussi représente une source de revenus en lente augmentation. Malgré tout, le budget alloué à la lutte contre les cartels de la drogue reste insuffisant. La surveillance du territoire notamment s'avère très compliquée. Le Cap-Vert est victime de sa géographie. Il y a jusqu'à 500 km entre les îles du nord-ouest et celles du sud-est. Les côtes sont par ailleurs souvent très découpées et isolées. Calheta de São Miguel, sur l'île principale de Santiago, est une ville tranquille de 16 000 âmes, où l'on vit de la pêche. Le 2 juillet 2011, les habitants découvrent de nombreux paquets blancs échoués sur la plage. Daniel Fernandez travaillait comme policier à cette époque et il était en service. Il faisait partie de la brigade des stupes créée quelques mois auparavant. Oui, beaucoup de paquets ont été ramassés, mais je ne sais pas combien il y en avait au total. Les autorités ont réussi à en récupérer un très grand nombre. L'hypothèse de la brigade antidrogue, un avion avait dû larguer sa cargaison dans la mer où des navettes rapides devaient venir la récupérer. Des événements semblables s'étaient produits dans les mois précédents, à ceci près que la livraison était effectuée plus loin des côtes. De la poudre blanche sur la plage, à 2 pas des habitations, du jamais vu. Certaines personnes ont récupéré des paquets sans savoir de quoi il s'agissait. Ce n'est que plus tard, grâce aux analyses, qu'on a eu la confirmation qu'il s'agissait bien de drogue. Certains villageois qui avaient trouvé ces paquets ont cru qu'il s'agissait d'un produit inoffensif. Et ils ont commencé à s'en servir pour repeindre leurs bateaux. Les enfants ont joué avec. On raconte beaucoup d'histoires à ce sujet. C'est un village de pêcheurs. Certains ont ramené des paquets chez eux. Ceux qui ont reconnu le produit et qui connaissaient sa valeur ont essayé de s'en servir pour faire du troc contre de l'électroménager. Certains ont même réussi à échanger une camionnette contre 2 paquets de cocaïne. L'affaire n'a pas été élucidée. Le mystère plane toujours autour de l'origine de la drogue et des organisateurs de l'opération. Seule certitude, São Miguel connaît un boom immobilier sans précédent depuis l'arrivée des paquets de cocaïne sur la plage. Cette histoire a créé une certaine confusion et un climat de peur au sein de la population. Même la police, la brigade antidrogue, s'est retrouvée impliquée dans cette affaire parce qu'une partie de la cocaïne a été subtilisée et plusieurs agents ont même été arrêtés. Daniel Fernandez aussi a été arrêté et accusé d'avoir subtilisé des paquets de cocaïne. Il a eu beau clamer son innocence, il a été suspendu de la police. Depuis, il travaille pour une société de sécurité.
Le narcotrafic menace toujours et encore de faire basculer le Cap-Vert, même s'il y a des signes encourageants, comme cette nouvelle loi contre le blanchiment d'argent. Elle permet aux autorités de confisquer un bien immobilier en cas de doute sur l'origine des fonds ayant servi à l'acheter. L'archipel prend ainsi une bonne longueur d'avance sur de nombreux autres pays de la région. Par rapport au Cap-Vert, les autres États d'Afrique de l'Ouest sont encore plus exposés. Au Mali et en Guinée-Bissau, par exemple, les institutions se sont pratiquement effondrées. Peu à peu, les cartels de la drogue ont investi toute l'Afrique de l'Ouest, mettant les États à rude épreuve. Les conséquences ? Corruption, meurtre, guerre sanglante. Retour à Dakar, la capitale du Sénégal. Ici, les institutions fonctionnent encore à peu près. L'Afrique de l'Ouest se contente d'être une plaque tournante et une zone de transit pour la drogue. Mais la situation pourrait devenir encore plus dramatique, analyse Pierre Lapac. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard d'habitants. L'Afrique, dans 25 ans, ça sera 2 milliards d'habitants. 50% de la population africaine a moins de 25 ans. Qui sont les consommateurs de drogue au pluriel? Ce sont les jeunes. Ce n'est pas les vieux, ce sont les jeunes. Donc c'est-à-dire que c'est un marché énorme pour les groupes criminels. Le futur des groupes criminels, c'est plus l'Europe, c'est plus les États-Unis, c'est l'Afrique. Autocratie va toujours son plein. Au Burkina, plus de démocratie. Monocratie va toujours son plein. En Guinée, plus de démocratie. Vous qui multipliez les mandats.